Donc je m'occupe de la partie sécurité donc apparemment on demande d'arrêter le son YouTube. Donc je couvre l'Afrique de l'Ouest, l'Afrique centrale, l'Afrique du Nord et l'Afrique de l'Est. Donc je vais essayer avec vous de couvrir, donc de donner une introduction à la cybercriminalité et vous donner une idée de comment on pourrait se prémunir, ou bien en tout cas comment on peut avoir une architecture qui pourrait permettre de combattre la cybercriminalité. Donc dans l'agenda, on va d'abord regarder les menaces aujourd'hui, donc qui font l'actualité de la cybercriminalité. Donc je vais vous donner une idée des termes qui sont utilisés dans la cybersécurité. Donc qui vont permettre d'avoir un dialogue avec des gens de la sécurité. Les challenges que les organisations d'aujourd'hui donc ont. Donc à cause de la cybercriminalité et donc une idée de l'approche que vous pourriez avoir donc aujourd'hui pour monter une architecture pour se prémunir, donc en tout cas pour combattre un peu la cybercriminalité. Donc bien sûr, donc je souhaite que vous continuez dans la sécurité après vos études. Et donc quelques liens donc, qui vont vous permettre d'en savoir un peu plus sur la cybercriminalité. Donc aujourd'hui, pourquoi la cybercriminalité est devenue vraiment un sujet de discussion incontournable? Il faut juste savoir que aujourd'hui, il y a une transformation qui est en train d'être faite. Donc je suis sûr que vous avez entendu parler de l'Internet des choses. Donc le fait de connecter donc les appareils photo, les bus, la ventilation, la climatisation, donc tout ce qui est smartphone aujourd'hui, les montres, les machines, même les pompes à essence, les feux aussi sont connectés, donc les feux de circulation. Donc vous pouvez avoir une voiture donc prioritaire comme une ambulance qui arrive, donc le fait de s'approcher va faire de telle sorte que le feu peut changer de couleur, donc pour le laisser passer et mettre les autres feux rouges. Donc tout ça en fait c'est un peu l'internet des choses, donc qui amène une révolution et bien sûr qui augmente un peu les risques d'être hacké. Il y a aussi tout ce qu'on appelle la digitalisation, donc digitization, donc qui fait de telle sorte que les entreprises aussi donc sont en train de digitaliser pas mal de process, donc via des applications. Donc pour optimiser leurs coûts, donc pour optimiser leur process, pour optimiser les coûts, donc pour être plus rentable, pour être plus prédictible. Donc il y a plein de raisons qui font que les entreprises aujourd'hui sont en train de prendre cette direction-là. Donc aujourd'hui, on est à peu près à 20 milliards d'objets connectés. Donc en 2020, on projette 50 milliards de choses qui seront connectées. Et en 2030, on projette 500 milliards de choses connectées. Donc vous voyez un peu donc l'ampleur des choses qui seront connectées. Donc aujourd'hui en fait c'est à peine 1% des choses qui pourraient être connectées qui sont connectées à l'internet. Donc à peine 1%. Donc il reste 99% de choses à connecter à l'internet. Donc ceci donc ouvre des opportunités bien sûr aux entreprises, donc un changement d'expérience pour les utilisateurs, donc qui sont plus connectés, donc des choses plus facilitées. Mais cependant, ça ouvre aussi des opportunités aux hackers, d'accord, donc à la cybercriminalité. Et ceci se traduit par, donc quand vous regardez les news, il y a de plus en plus d'informations sur des attaques qui ont été perpétrées visant des entreprises, visant des sites internet, visant des gouvernements, donc personne n'est épargné.
personne n'est épargné. Donc là, 40 millions de crédits cartes qui ont été volés, 70 millions d'informations liées à des customers qui ont été récupérés par une brèche, via une brèche, donc des retailers qui ont été hackés. Donc je ne vais pas citer de nom, mais il y en a une liste qu'on aurait pu citer, des gens qui ont perdu des données, des gens qui ont perdu des informations de cartes bancaires, de données, des gens qui ont perdu des numéros de carte de sécurité sociale. Les dommages sont énormes. Donc il y a des sites qui ont perdu des informations confidentielles de leurs utilisateurs et qui sont utilisés pour pouvoir faire demander des rançons à ces utilisateurs-là. Sinon, ils vont publier leur nom qu'ils appartenaient à ces sites-là. Donc aujourd'hui, c'est à l'ordre du jour. Donc le fait que les gens soient de plus en plus connectés, donc bien sûr, ouvre les portes du hacking. Donc ça ouvre vraiment une opportunité pour les hackers. Et donc c'est à nous, professionnels de la sécurité, donc qui doivent imaginer comment, en ouvrant justement cette porte de la connectivité, réduire le risque que les hackers justement utilisent ces portes pour pouvoir perpétrer des attaques, récupérer des données confidentielles, etc. Donc ça c'est quelques chiffres qui vous montrent un peu l'ampleur. Donc ça c'était un survey qui avait été effectué en 2015, donc entre 2014 et 2015. Donc on a une augmentation de 81% des organisations qui ont subi des attaques. Donc 81%, une augmentation. Donc 90% des organisations grandes ont subi une attaque, au moins, ou plusieurs attaques. Donc 90%. Donc c'est énorme. Donc c'est 9 grandes entreprises sur 10. Donc 75% des organisations ont eu des attaques qui ont touché les agents directement. D'accord? Donc pas les centres de données, etc. Mais qui ont touché directement le staff de ces entreprises-là. 50% des brèches aujourd'hui qu'on a, donc qui sont révélées au niveau des organisations, et sont causées par des erreurs humaines par inadvertance. Donc ça peut être de plusieurs sources. Ça a une augmentation de 31%. Donc ça peut être que l'utilisateur a reçu un email, un email APA, comme on dit, phishing. Donc il clique par inadvertance et hop, il y a quelque chose qui est downloadé au niveau de son PC et est infecté. Donc ça peut être une configuration mal faite sur un outil de sécurité ou un outil, etc. Dans le réseau, donc qui va faire de telle sorte que ça ouvre une porte et les hackers peuvent entrer. Donc 50% c'est dû justement lié aux utilisateurs directement. Alors 69% de ces grandes organisations ont été hackées par des gens externes, donc qui ne sont pas autorisés à rentrer dans le réseau. Donc ça c'est 55%. Donc quand je dis quelqu'un d'externe, bien sûr qu'il peut utiliser le fait que les utilisateurs internes ne connaissent pas très bien la sécurité, donc les utiliser pour pouvoir rentrer. D'accord? Donc il peut utiliser la faiblesse des utilisateurs pour pouvoir compromettre leur PC afin de pouvoir accéder aux données qu'ils veulent récupérer. Mais en tout cas, 69%, c'est des gens qui ne sont pas autorisés à rentrer dans le réseau, donc qui sont à l'extérieur de l'entreprise, qui ont perpétré ces attaques-là. Donc du coup, avec tout ça, donc on voit que 72% des organisations aujourd'hui fournissent des trainings pour parler de la sécurité. Qu'est-ce que c'est que la sécurité? Quand est-ce qu'il faut cliquer sur un lien? Quand on a un doute, qu'est-ce qu'il faut faire, etc. Donc, parce qu'aujourd'hui, quand on regarde ces chiffres, on voit qu'une bonne partie, le maillon faible, on peut dire, de la chaîne, donc c'est l'utilisateur. Donc c'est l'utilisateur qui va cliquer sur un lien, c'est l'utilisateur qui va oublier ceci, c'est l'utilisateur qui va faire cela et qui va ouvrir les portes aux hackers. D'accord?
Et 44% de ces grandes organisations ont augmenté leur budget sur la sécurité, donc les investissements. D'accord. Donc ça, c'est pour se prémunir. Donc ils savent qu'il y a beaucoup de choses qui peuvent se découler d'une attaque, et on va voir pourquoi justement ces mesures-là. Et ça, c'est donc ça a une augmentation de 53% par rapport à l'année dernière, donc par rapport à 2014. Donc ces chiffres-là vous montrent un peu l'importance de la cybercriminalité. Personne n'est épargné, donc les grandes organisations comme les petites organisations, donc les chiffres sont ahurissants. Et quand vous regardez aujourd'hui, le plus petit pourcentage, c'est 44%. Donc pour les gens qui ont été touchés, c'est 90% de ces grandes entreprises. Donc ces chiffres sont assez affolants et ça vous montre un peu l'ampleur de la cybercriminalité aujourd'hui et l'importance de la cybersécurité. Et vous vous demandez pourquoi. Donc pourquoi ces chiffres deviennent affolants. Donc ces chiffres deviennent affolants parce que le hacking c'est devenu une industrie. Donc quand vous regardez autant des virus dans les années 90, il y avait très peu de machines infectées et le premier but du hacking, c'était pas vraiment de récupérer de l'argent. D'accord? C'était d'effacer les disques durs, de redémarrer les disques, de redémarrer les PC, etc. Donc c'était un peu, oui, j'ai pu faire ceci, j'ai pu faire cela, mais c'était pas à but financier. D'accord? Donc après, à partir des années 2000, on a eu des virus qu'on appelle les worms qui sont beaucoup plus effectifs que les virus. Donc virus, il faut l'intervention humaine pour une propagation. Donc les worms peuvent se multiplier sans intervention humaine. Donc pour pouvoir accélérer justement l'infection des machines. Donc à partir de 2005, on a eu donc ce qu'on peut appeler des malwares, qui sont beaucoup plus intelligents, donc on peut appeler les spyware, donc ils peuvent venir résider sur votre PC sans que vous en rendez compte, récupérer des données, etc. Et aussi la création de rootkits, donc qui permettait un peu aux hackers d'avoir des outils qui vont leur permettre de pouvoir perpétrer des attaques. D'accord, et qui étaient disponibles sur Internet. Donc ça a commencé à devenir une industrie. D'accord, à partir de 2005, on voit vraiment une industrie du hacking qui naît vraiment. Donc, à partir des années 2012, 2013, donc là, on a vu l'émergence de ce qu'on appelle les APT, donc Advanced Persistent Threat. Donc, ce sont des techniques très très avancées, donc qui ont des techniques évasives pour ne pas être détectées. Donc ne pas être détecté par les firewalls, ne pas être détecté par les antivirus, ne pas être détecté par tout ce qui est sécurité de contenu, etc. Donc ils ont vraiment des techniques évasives qui leur permettent de pouvoir s'offusquer et de rentrer un peu partout, de s'installer, de récupérer des données sans que personne ne s'en rende compte. Donc on les appelle les APT. Et aujourd'hui, le gros problème justement c'est de pouvoir détecter les attaques parce que en général les attaques qu'on a sont uniques. Donc il y a un malware qui est édité pour une attaque spécifique et quand cette attaque est terminée, donc on appelle ça des campagnes, quand c'est terminé, vous ne voyez plus ce malware là. Donc ils vont en éditer un autre. Donc ce qui rend de plus en plus complexe le fait de pouvoir les traquer. Donc l'industrialisation du hacking, l'industrie du hacking, c'est entre 400 milliards à 1000 milliards de dollars. Donc ça a été estimé à entre 450 milliards à 1000 milliards de dollars. D'accord? Et ça, peut-être quand je vous le dis, vous n'avez pas idée, mais quand vous allez sur les sites, donc les sites qu'on dit les sites souterrains, où vous avez pas mal de choses disponibles sur les utilisateurs, donc des informations sur des comptes en banque que vous pouvez acheter. Vous pouvez acheter des informations sur les comptes en banque de personnes disponibles sur Internet. Vous pouvez acheter des informations sur des comptes Facebook, donc username et password. Donc ça vous permet de hacker un compte Facebook, de changer les photos, etc. Vous pouvez acheter des malwares donc pour les téléphones mobiles, donc tout ce qui est smartphone. Vous pouvez les acheter à 150 $ sur Internet. D'accord? Donc c'est pas à la vue de tout le monde, mais ce sont des choses qui sont disponibles aujourd'hui sur l'autre face de l'Internet. Donc vous pouvez faire du spam
Donc 50 $ pour 500 000 emails envoyés. D'accord? Donc tout ça, c'est notre service managé. Vous n'avez pas besoin d'avoir quelque chose. Donc on vous donne accès à une interface pour vous loguer. Donc vous pouvez donner la destination de ce spam et 50 $ pour 500 000 emails. Ou bien vous pouvez faire ce qu'on appelle du DDoS, donc Distributed Denial of Service. Donc c'est le fait de déni de service, donc faire de telle sorte que le service n'est plus disponible pour la victime. Donc vous pouvez louer à 7 $ par heure quelque chose qui va faire de telle sorte que la victime que votre cible n'ait plus accès à un service. Donc ça peut être son web. Imaginez que c'est quelqu'un qui fait pas mal de transactions sur son site web. Donc vous pouvez rendre indisponible son site web. Donc à partir de 7 $ de l'heure. D'accord? Tout ça, c'est une économie parallèle. Donc ce qu'on appelle les exploits. Les exploits, c'est rien d'autre que, il y a une vulnérabilité, donc il y a un software qui est édité pour pouvoir utiliser cette vulnérabilité-là. Donc on va utiliser une vulnérabilité, ça peut être un software au niveau du soft, ça peut être au niveau de comment la mémoire est gérée, comment la mémoire est écrite, etc. Donc on sait qu'il y a une faille, et on va éditer un software qui va exploiter cette faille qui existe. Donc c'est ça un exploit. Et il y a plein d'exploits aujourd'hui qui sont disponibles sur Internet. Donc ils vont vous dire voilà ce que ça peut faire, voilà ce que ça peut faire. D'accord? De 1000 $ à 300 000 $. Donc c'est énormément d'argent. Et quand vous achetez ces softwares-là, imaginez-vous que vous pouvez avoir du support. D'accord? Vous l'installez, si vous avez des problèmes d'installation, vous pouvez contacter des gens qui vont vous aider à l'installer et avoir du support pour pouvoir faire l'attaque que vous voulez faire. D'accord? Donc, pareil pour le développement de malware. Donc, sachez que les hackers maintenant travaillent en communauté et ils peuvent embaucher des gens pour le développement de malware. Donc, pour pouvoir prendre une vulnérabilité et faire le développement du malware qui va exploiter cette vulnérabilité-là. Donc numéro de sécurité sociale, donc en général dans les pays où c'est utilisé, c'est un numéro d'identifiant unique, donc lié à une personne, et qui peut permettre justement d'avoir toutes les pièces de la personne, donc carte d'identité, permis de conduire, etc. Et aussi lié à des informations personnelles de cet individu. Donc ça peut être des informations, des informations sur sa santé, etc. Donc tout ce qui est information sur les cartes de crédit, donc c'est disponible. Donc à partir de 25 cents jusqu'à 60 $ US dollars. D'accord? On peut vous donner nom, prénom, numéro de carte, date d'expiration et le numéro, les 3 chiffres derrière, donc les CVD, pour pouvoir faire des achats. Donc tout ça, vous pouvez l'acheter sur Internet. Donc tout ça, c'est pour vous montrer en fait l'ampleur de la chose, qui n'est pas visible à l'œil nu, mais c'est des choses qui existent aujourd'hui sur Internet, donc sur l'autre face d'Internet. Donc Internet, c'est pas seulement la face qu'on utilise, la face que les utilisateurs utilisent en général, mais sachez que justement, quand vous allez sur Internet, il y a ce risque que vous fassiez partie justement que vos données soient vendues. D'accord? Ça peut être votre mot de passe de Facebook, ça peut être le numéro de carte de crédit que vous avez utilisé pour acheter, ça peut être le numéro de sécurité sociale que vous avez utilisé pour pouvoir remplir un formulaire sur Internet, etc. D'accord? Donc ça vous donne l'ampleur de ce qui se passe derrière la partie claire d'Internet. Donc on a une partie sombre justement dont l'économie est évaluée à plusieurs centaines jusqu'à 1000 milliards de $. Donc aujourd'hui, quand on regarde ce qu'on appelle les CISO, donc qui sont un peu les Chief Information Security Officer, donc ce sont les gens dans les entreprises, donc qui sont les responsables de la politique de sécurité d'une entreprise. Donc on en a de plus en plus, et justement les entreprises sentent ce besoin d'avoir quelqu'un à ce poste-là de plus en plus, parce que c'est un poste qui n'existait pas dans beaucoup d'entreprises.
Donc maintenant, beaucoup d'entreprises ont ce poste-là. Pourquoi? Parce qu'on verra tout à l'heure justement les impacts que une brèche, une attaque peut avoir sur une entreprise. D'accord. Et aujourd'hui, en fait, justement, le CISO, donc son grand rôle, son grand défi, va être contre l'espionnage industriel, donc qui sont dans le domaine de l'industrie. Donc comment faire de telle sorte que nos patents, donc les brevets qu'on a, ne soient pas sur le domaine public. Donc imaginez, donc il y a une grande marque qui a perdu des terras de données, et aujourd'hui, il ne dévoile pas tout ce qui s'est passé, mais peut-être il y a des brevets qui ont été volés durant ce hacking. D'accord. Aujourd'hui, donc ça peut faire de telle sorte que donc le prix du stock, donc le prix de l'action ne dégringole pas, donc à cause des problèmes de sécurité. Donc le fait de voler des adresses IP d'une entreprise et de pouvoir les utiliser, donc on va incriminer bien sûr l'entreprise. Le fait de pouvoir utiliser des exploits donc dans le réseau même de l'entreprise, donc tout ça, si ça va reposer, donc une bonne responsabilité va reposer sur les épaules de ce qu'on appelle un CISO. Donc le fait de pouvoir faire de telle sorte que les gens qui sont même en interne, donc ça c'est donc une manière de sécuriser, donc le fait de pouvoir donner un minimum d'accès aux utilisateurs même internes, sachant que potentiellement ils peuvent être des hackers, donc pour ne pas exfiltrer des données des utilisateurs internes. Imaginez que votre concurrent veut votre base de données de clients. Donc c'est important. Donc quelqu'un d'interne peut prendre toute cette base et aller vendre ça à la concurrence. Donc comment on peut se prémunir par rapport à ça? Donc il faut mettre des paliers qui vont faire de telle sorte que on accède qu'au minimum, on ne peut pas copier ou on peut que regarder, etc. Donc il y a des manières de sécuriser tout ça. Donc tout ce qui est fraude, avoir des niveaux de validation, donc sur 2 ou 3 personnes qui vont faire de telle sorte que la seule personne ne sera pas responsable de tout un process. Donc pour permettre d'identifier les fraudes. Aujourd'hui aussi, tout ce qui est protection de la marque. Donc ça c'est quelque chose d'intangible. Donc on ne peut pas vraiment dire que voilà ça coûte combien. Le fait que notre marque, sur le marque, le nom de la boîte est lié à un hacking qui a été perpétré sur cette marque-là. Donc c'est très difficilement, on peut difficilement estimer le coût financier justement de ce problème-là. Donc ça c'est pour vous donner une idée de qu'est-ce que ça représente un jour en défendant Cisco contre ces cybercriminels. Donc aujourd'hui Cisco c'est une boîte donc qui a une bonne partie, donc qui se focalise beaucoup sur la partie sécurité. Et donc quand on présume qu'on est une entreprise donc, qui développe des solutions de sécurité pour prémunir les utilisateurs, il y a rien de tel que être hacké et un peu dégrader l'image de cette entreprise-là, dire que voilà, vous utilisez des équipements de Cisco, mais voilà, Cisco, on a réussi à le hacker. Donc du coup, bien sûr que c'est une cible primaire pour ces hackers-là. Donc quand on regarde les chiffres, donc ce sont des chiffres énormes, c'est 15 milliards de flow, donc 15 milliards de discussions, si vous voulez, donc de manière basique, par jour qui sont analysés. Donc 15 milliards de net flow, donc le flow qui sont analysés par jour. 4 milliards de DNS donc, qui sont enregistrés. D'accord? Donc les requêtes qui sont faites par les utilisateurs, etc., donc qui sont enregistrées et inspectées. 6 millions de transactions web qui sont analysées chaque jour, dont 143 000 sont bloquées automatiquement par ce qu'on appelle Web Security Appliance, qui est un peu l'engin web qui permet d'arrêter tout ce qui est donc qui sécurise l'accès web. D'accord? Donc qui permet d'appliquer des politiques de sécurité et de bloquer les sites qui sont des sites malicieux. D'accord? Donc 6 millions de transactions web qui sont regardées tous les jours et 143 000 qui sont bloquées.
autre chiffre qui est quand même assez énorme, donc c'est 27 terabits de trafic qui est inspecté par jour, d'accord, au niveau de Cisco. Donc 1200 milliards d'événements qui sont logués dans le réseau de Cisco. Donc 1200 milliards d'événements logués dans le réseau de Cisco. 94% des emails qui viennent chez Cisco sont bloqués avant l'entrée dans le réseau de Cisco, ce qui est énorme. D'accord? C'est plus d'un mail, c'est plus de 9 mails sur 10 qui sont bloqués. Donc moins d'un mail sur 10 seulement est laissé qui va rentrer chez Cisco. Donc il faut vous donner l'ampleur de la cible qu'est Cisco aujourd'hui. D'accord? 3 millions d'IP adresses et 40 000 routeurs. Donc ça c'est un peu le réseau de Cisco. Donc 122 000 personnes, donc réparties dans 170 pays. Donc même si c'est une seule personne dans un bureau, donc on a des bureaux dans 170 pays. On a 26 000 connexions à distance pour les gens qu'on appelle les remote users, donc les gens qui vont utiliser du VPN pour se connecter. D'accord, qui ont un PC, ils se connectent. Soit ils sont en voyage ou ils travaillent de chez eux parce qu'on a la flexibilité de travailler depuis la maison. Donc il y a 425 terminaux qui sont déployés, donc terminaux sécurité pour gérer, pour prévenir et détecter des incidents de sécurité. Donc 400. Donc ça peut être des firewalls, ça peut être des routeurs sécurité, ça peut être des sécurités de contenu, etc. Donc pour l'instant, ça peut ne pas vous dire grand chose, donc tout ce que je dis, mais retenez que 425 aujourd'hui équipements de sécurité sont déployés pour prévenir ou bien pour vous détecter donc quand il y a des brèches de sécurité. Donc dans l'équipe qu'on appelle InfoSec, donc on a un peu plus de 250 membres, donc incluant les contractuels bien sûr, donc pas seulement les gens qui sont en interne Cisco. Donc ça c'est quelques chiffres pour vous donner une idée de la cible que représente Cisco aujourd'hui et de la quantité de trafic aujourd'hui que représente. Donc ça vous donner une idée de la surface qui peut être utilisée par les hackers pour entrer dans le réseau d'une entreprise comme Cisco. Donc on va définir quelques termes qui vont vous permettre de connaître un peu mieux la cybercriminalité. Donc peut-être vous avez déjà une idée, mais ça va vous donner une meilleure idée de ce que c'est que la cybercriminalité aujourd'hui. Donc ce sont des termes qui ont été définis par Verizon, donc on va utiliser ces mêmes termes et ça va vous permettre de pouvoir mieux connaître quand on utilise certains termes. Donc c'est quoi un malware? Donc un malware, c'est un terme donc, qui permet de catégoriser donc, les formes de software malicieux. D'accord? Des formes de software malicieux donc, qui sont utilisées pour accéder ou pour endommager des computers, donc pour des PC, des serveurs, etc. Sans que l'utilisateur soit au courant. D'accord? Donc c'est ça un malware. Donc vous l'entendez beaucoup, mais aujourd'hui, c'est vraiment la chose qui est à la mode, donc qui est utilisée. Pourquoi? Parce que c'est silencieux. Donc ça rentre dans le réseau, ça rentre sur le PC du client, sur le serveur web, etc. Donc ça s'installe, etc. sans que l'utilisateur ne soit au courant et il va faire ce qu'il est designé pour faire. D'accord? Donc le code malicieux designé pour pouvoir accéder ou endommager des équipements informatiques. Un keylogger, donc comme son nom l'indique, vous en avez entendu peut-être parler, un keylogger ce n'est rien d'autre qu'un malware donc, qui va s'installer et qui va enregistrer tout ce que l'utilisateur fait. Donc en général, ça permet beaucoup d'enregistrer username et password, donc nom d'utilisateur et password, et il va les envoyer justement à celui qui a installé ces keyloggers-là. Donc ça va lui permettre de récupérer mot de passe, nom d'utilisateur et mot de passe, qui vont permettre de pouvoir utiliser des comptes. Ça peut être compte bancaire, compte Facebook, compte LinkedIn, etc. D'accord? Donc ça permet d'enregistrer tout ce que l'utilisateur tape. Donc botnet, donc c'est le botnet, c'est un réseau de PC qui ont été infectés et qui sont contrôlés.
Donc, ils peuvent être utilisés pour une attaque, ils peuvent être utilisés pour pouvoir injecter des rootkits qui vont être utilisés pour les attaques. Donc, ce sont ce qu'on appelle un réseau d'ordinateurs zombies. D'accord? Totalement contrôlés. Donc, qui peuvent être dans une entreprise. Hein. Donc, vous pouvez avoir un réseau de 1000 PC, botnet, et ces 1000 PC peuvent être dans 10 entreprises. D'accord? Donc chaque entreprise, ils vont hacker son PC, ils vont s'installer là-bas, les contrôler, et ils peuvent utiliser les ressources, CPU, RAM, disque, installer des choses, les installer là-bas. Donc ça c'est pour ne pas être retracé de manière facile. Donc ils vont pas utiliser leur PC pour aller directement faire des attaques, mais ils vont utiliser ces PC zombies donc pour pouvoir faire des attaques. Donc ce qu'on appelle le botnet. Donc DDoS attack, on a défini un peu tout à l'heure, donc c'est le déni de service distribué. D'accord? Donc on va pas avoir une seule source, mais on va en utiliser plusieurs. Donc le fait que target sera le target va être peut-être un ou deux ou trois serveurs, mais cependant l'attaque va être distribuée. Donc du coup, vous n'allez pas demander de bloquer une seule adresse IP. Et comme il y en a plusieurs, si vous en bloquez une adresse IP, il y en a plein d'autres qui vont continuer à perpétrer l'attaque de déni de service. Donc qui vont rendre indisponibles les services qui sont visés. D'accord? Donc le DDoS, c'est de manière distribuée rendre indisponibles les services qui sont visés. Donc c'est un DDoS. Donc, défi de détection, donc c'est rien d'autre que le temps que vous allez mettre depuis que l'attaque est perpétrée, donc le temps que vous allez mettre à le détecter. D'accord? Et le temps pour la détection, c'est extrêmement important. C'est extrêmement important. Je vous donne l'exemple d'un appartement. Quelqu'un qui réussit à rentrer de manière illégale dans un appartement, s'il n'y a personne, s'il fait 1 minute ou 2 heures de temps, c'est pas la même chose du tout. S'il a juste 1 minute, il n'aura pas le temps de pouvoir aller regarder les choses de valeur, etc., pour pouvoir les prendre. S'il a 2 heures de temps, mais il a tout son temps, et donc les dégâts seront bien supérieurs à celui qui a juste 1 minute. Donc pour vous montrer le temps de détection, donc l'importance du temps de détection. Donc les kits d'exploitation, donc ce sont les kits qui sont codés, pré-packagés avec des interfaces utilisateurs, donc pour vous permettre de faciliter le hacking, pour pouvoir utiliser des exploits, donc de vulnérabilité. Donc il y a des vulnérabilités qui existent. Par exemple, un éditeur de software a une vulnérabilité et grâce à cette vulnérabilité, on peut avoir accès à un PC, allumer la caméra, etc. Donc c'est ça un exploit. Donc vous l'installez sur votre PC. Et donc vous donnez la machine qui sera la victime et via la vulnérabilité, l'exploit va utiliser cette vulnérabilité pour pouvoir avoir accès. Il y a des interfaces, etc. Et c'est vendu, c'est disponible. Il y en a qui sont gratuits, il y en a qui sont vendus et vous pouvez avoir du support sur ces exploits, donc ces kits d'exploit. Donc IPS et IDS, donc ça permet de détecter des attaques. Donc ça regarde le contenu des paquets, à l'intérieur même des paquets mal formés, des paquets qui font cracher des ordinateurs, des serveurs, etc. Donc ça regarde. Donc ça peut être basé sur des signatures. Donc maintenant ce qu'on appelle les Next Generation IPS, donc IPS de nouvelle génération, IDS de nouvelle génération, vont se baser sur tout ce qui est comportement, donc analyse comportementale, donc pour pouvoir bloquer certaines attaques. Donc IDS va détecter, ne va pas arrêter, et IPS va détecter et arrêter. Donc c'est ça la différence. IPS va se mettre en coupure pour bloquer les attaques et IDS va seulement se mettre en mode monitoring. Donc, mais ne sera pas en coupure. Il peut être en coupure, mais cependant laisser passer le trafic, même s'il détecte. Donc ça c'est IDS. Donc phishing, comme son nom l'indique, c'est mettre un appât. D'accord? Vous utilisez ça peut être donc en général c'est des emails qui sont envoyés, c'est des coups de téléphone qui sont émis vers la victime. Donc c'est pour pouvoir obtenir des informations confidentielles de manière pas autorisée, donc de manière frauduleuse, pardon.
D'accord? Donc ça peut être un email. Attention, votre compte bancaire va expirer. Cliquez sur le lien afin d'updater vos informations. Vous cliquez sur le lien. Donc ça va ressembler à la page de votre banque. Donc vous mettez il va vous dire, mettez votre ancien username et password et votre nouveau password. Donc vous mettez votre username et votre ancien password qui est le password existant. Donc et le nouveau, vous validez, ils vont récupérer ça, ils vont aller sur le vrai site et ils vont se loguer pour faire ce qu'ils ont envie de faire. D'accord? Donc c'est ça un peu le phishing. Donc au poste en intrusion, donc c'est point of sale. En général, c'est là où on passe les cartes. Donc il y a eu une grande marque aux US d'ailleurs qui a été victime. Donc en 2013, 2014 pardon, en 2014 de ça, il y a eu des malwares qui ont été installés à ces niveaux-là, au niveau des postes. Donc chaque fois qu'il y a une transaction faite, donc le malware va récupérer toute la transaction. Donc même pas besoin d'aller au niveau des bases de données d'utilisateurs pour récupérer les informations, les cartes bancaires, etc. Donc il suffit de se mettre là où la transaction est faite. Ransomware. Donc ransomware, c'est un malware très très efficace. Donc il va faire de telle sorte que il va encrypter tout le disque de celui qui est donc de la victime. Donc il va l'encrypter. Donc avec une clé asymétrique, donc une encryption asymétrique, pardon, clé publique, clé privée. Donc clé publique sur l'ordinateur et clé privée est envoyée au niveau des attaquants. D'accord? Et ils vous donneront cette clé que si vous payez vous payez une somme qui est définie. Donc ils vous envoient un message donc pour vous dire que vous payez tant. En général, ils demandent de payer en bitcoins pour ne pas être retraçable. Ils ne vont pas vous donner un numéro de compte bancaire, etc. ou un nom, prénom. Ils vont vous demander de payer par ce qu'on appelle des bitcoins, qui est une monnaie virtuelle disponible sur Internet. Donc, quand on regarde tout ça, donc bien sûr, ça crée des inquiétudes. Et aujourd'hui, en fait, la cybercriminalité a fait de telle sorte que 66% des conseils d'administration pensent qu'ils ne sont pas proprement outillés pour les cyberattaques. 66%, c'est énorme. 66%. Avant, on ne parlait pas de la cybercriminalité. Aujourd'hui, 66% des conseils d'administration pensent qu'ils ne sont pas bien outillés pour pouvoir contrer les cyberattaques. Donc ça, c'est une source de Veracode, donc une étude qui avait été effectuée en 2015. 80% des conseils d'administration parlent de cybercriminalité à chaque réunion. 80%. Donc c'est énorme. C'est énorme. Donc la plus grosse crainte aujourd'hui des conseils d'administration, c'est le fait de mettre à mal la marque de l'entreprise. D'accord? Donc aujourd'hui, si l'entreprise a été victime d'une attaque où on a récupéré les données de ses clients, mais regardez, est-ce que ces clients-là seront à même de revenir repayer avec des informations bancaires ou donner leur numéro de téléphone, etc. Non. Ils vont réfléchir à 2 fois avant d'utiliser des informations personnelles pour venir payer. Donc certainement, ils vont commencer à payer par cash, donc ce qui réduit énormément le chiffre d'affaires qui peut être effectué. D'accord? Donc ça peut vraiment endommager et de manière inquantifiable parce que c'est intangible. Donc ce que représente la marque d'une entreprise, c'est intangible. On ne peut pas vraiment quantifier. D'accord? On subit seulement les conséquences. Donc la grosse peur justement des conseils d'administration, justement c'est ça. Donc on lie l'image donc de leur marque à une attaque. Donc après ça prend du temps justement pour nettoyer cette image-là. Donc on a regardé un peu pendant un peu plus d'une trentaine de minutes, presque 40 minutes, c'est quoi les différentes composantes de la cybercriminalité, l'ampleur de la cybercriminalité, etc. Donc maintenant la cybersécurité. Est-ce qu'il y a ce qu'on appelle un silver bullet? Est-ce qu'il y a une balle en argent qui peut permettre de pouvoir arrêter ça de manière directe? D'accord? Est-ce que ça existe? Non, ça n'existe pas.
Aujourd'hui, il n'y a aucun constructeur au monde qui peut vous dire que je peux vous sécuriser à 100% et personne ne rentrera dans votre réseau. Pourquoi? Donc vous avez vu les chiffres, vous avez vu des grosses compagnies qui ont été compromises. Et si les hackers se focalisent sur votre réseau, je vous assure qu'ils rentreront parce qu'ils travaillent en communauté. Il y aura toujours quelqu'un qui aura la bonne idée d'ouvrir la bonne porte pour qu'il puisse rentrer. D'accord? Donc ce qu'on appelle le silver bullet, ça n'existe pas aujourd'hui. Ça n'existe pas. Donc comment se prémunir? Est-ce qu'il faut se prémunir donc en continuant à acheter plein de solutions de sécurité en les empilant? Donc on parlait beaucoup de defense on depth, donc la défense en profondeur. Oui, c'est bien. Mais si on met plusieurs éditeurs, etc., de manière fragmentée, ces solutions de sécurité ne parlent pas entre elles, donc pour pouvoir former une architecture, chacune de ces solutions-là travaille de son côté, donc pas de dialogue, etc. Donc ça complexifie plus que ça n'apporte une solution. D'accord? Chacun va faire de telle sorte qu'il faut un management séparé, il faut des updates séparés, il faut une configuration séparée. Il faudrait que s'il y en a 15 dans l'entreprise, et 15 c'est très facile. Il suffit d'avoir un antivirus, un boîtier email, un boîtier web, firewall, CM, etc. Donc la liste peut être très longue. Donc il faudrait que les agents de sécurité soient formés sur toutes ces solutions-là. Donc quand il y a un changement sur un point du réseau ou un point du centre de données ou une application, il faudrait que ça soit répercuté sur toutes les solutions de sécurité. D'accord? Ce qui est assez complexe. Et c'est en un temps donné. Donc la décision de laisser rentrer ou pas, ou de bloquer, c'est en un temps donné, c'est quand l'analyse est faite. Après que l'analyse soit faite, donc il n'y a plus de ce qu'on appelle de la rétrospective, donc le fait de revenir en arrière, de continuer à regarder, parce que ce fichier ou ce trafic est suspicieux. Alors la vision de Cisco sur comment se sécuriser, la vision de Cisco sur comment se sécuriser, c'est que aujourd'hui, le fait de ne pas avoir une solution miracle pour pouvoir se sécuriser, fait de telle sorte que Cisco a beaucoup repensé donc sur son positionnement et sur les solutions à fournir aux utilisateurs, donc aux entreprises. Donc il n'y a pas de solution miracle. Donc se prémunir seulement ne suffit plus. On ne peut plus se prémunir seulement. D'accord? Donc il faut se prémunir, oui, donc pour être sûr que les gens ne vont pas rentrer de manière aisée dans les entreprises pour récupérer des données, pour hacker. Mais cependant, s'ils réussissent à rentrer dans le réseau, il faut pouvoir les détecter. D'accord? Donc durant la phase où on va se prémunir, bien sûr qu'il faut comment dire, découvrir, donc avoir une visibilité sur ce qui se passe, pouvoir mettre les règles, donc les politiques, donc les mettre en place et pouvoir fermer toutes les portes qu'on n'a pas besoin d'utiliser. Donc ce qu'on appelle un peu le fait de harden. Donc on ferme tout ce dont on n'a pas besoin pour que ça ne soit pas exploité. D'accord? Mais cependant, au cas où il rentre, bien sûr, qu'il faut détecter. Et on a
tout ce qui est web. Donc si les attaquants le savent, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont utiliser ce qui exploite le port 80. Mais comme sur le firewall, le port 80 est autorisé, donc ils vont faire passer leur exploit. Mais cependant, si c'est un firewall qui est orienté menace, il va comprendre les menaces qui sont liées au port 80, et quand il voit ces menaces-là, il va les arrêter. Même si le firewall, la partie donc contrôle, dit que c'est bon, c'est le port 80. Et il faudrait que ce soit basé sur les plateformes. Donc basé sur toutes les... Il faudrait qu'on ait une sécurité, que la sécurité soit un dénominateur commun du réseau, et le faire de manière continue. Donc j'ai vu quelques questions qui passaient. Donc vous disiez oui, mais qu'est-ce qui peut permettre de détecter? Voilà, donc ça c'est un peu, je pense que vous aurez les slides et vous verrez un peu les solutions qui vont permettre de se prémunir, les solutions qui vont permettre de détecter les attaques et les solutions qui permettent un peu de retracer les attaques. D'accord, les solutions chez Cisco. Donc la sécurité doit être un dénominateur commun. Donc on ne doit pas seulement penser la sécurité pour la partie Internet, etc., mais on doit avoir la sécurité partout. Au niveau du terminal, au niveau des branches, donc les sites qui sont lointains, donc au niveau du campus, au niveau de l'Internet Edge, au niveau du centre de données. Donc si on a des applications qui sont basées sur le cloud, il faut pouvoir les sécuriser. Si on a un réseau opérationnel comme le réseau de, comment dire, des compagnies d'électricité, des compagnies industrielles en général, qui ont un réseau en général qui utilise des protocoles propriétaires, donc il faut qu'on les sécurise aussi. Et tout ça doit être basé sur une intelligence donc, qui va permettre de pouvoir comprendre les menaces, les détecter, les arrêter. Donc si on a le firewall ou gestion de une solution de sécurité de contenu, donc les plus performantes, donc des solutions très performantes, s'il n'y a pas la bonne intelligence pour pouvoir comprendre les attaques, donc les comprendre, les détecter, les arrêter, donc ces solutions-là ne servent pas à grand chose parce qu'il n'y a pas la bonne intelligence pour pouvoir arrêter justement ces menaces-là. Et l'intelligence de Cisco s'appelle Talos. D'accord? Donc il reçoit plein de sources, donc des informations qui sont corrélées et qui vont permettre de déterminer si une menace est réelle ou pas. Donc c'est eux qui vont un peu envoyer un peu des informations au firewall, aux sécurités de contenu, sécurité du terminal, etc. Donc des informations qui vont leur permettre d'être effectifs. Donc Cisco croit à une chose, donc on est en phase de digitalisation, donc pour pas mal de sociétés, donc d'entreprises dans le monde, et l'entreprise qui va accompagner leurs clients à se digitaliser d'une manière sécurisée, parce que si on digitalise sans la sécurité, on s'expose et c'est sûr qu'on ne fera pas long feu. D'accord? Parce que toutes les informations donc, de la digitalisation, etc., seront exposées à la vue de tout le monde. Donc, la compagnie qui va réussir à accompagner ses clients à se digitaliser de manière sécurisée sera le compagnie IT numéro 1. Donc ça, c'est la vision de Cisco. Donc si vous voulez savoir un peu plus sur la cybercriminalité, donc la vision de Cisco sur la cybercriminalité, etc., donc il y a des blogs, etc., donc, qui existent, donc on pourra partager ça avec vous. Donc ça c'est un peu quelques malwares donc, qui ont été arrêtés. Dridex très orienté bancaire, Angler très orienté, donc c'est comme un couteau suisse d'exploit, donc très orienté pour pouvoir mettre des ransomware, etc. Donc ça c'est quelques vidéos. I'm hacking your company. Grabbing your data, stealing your customers' secrets. There's an army of us, relentlessly unpicking your patchwork of security. You think you'll spot us? You haven't so far. The next wave of the internet requires the next wave of security. We're ready. Are you?
Voilà, donc ça c'est la première vidéo, et comme il l'a dit, il y a une armée d'eux donc qui sont disponibles et qui sont prêts à s'attaquer à vos réseaux. D'accord? Donc ça, une deuxième vidéo, donc je vous laisse regarder. She's launching an app. We'll get more customers. We'll get access to their customers' data. It'll be so convenient for them. She's making it really convenient for us. Business is good. Your opportunities don't have to be theirs. Cisco Security. Donc là, c'est l'exemple d'une entreprise qui lance une application. Donc l'entreprise lance l'application sans sécuriser. Donc les hackers, quand ils ont accès à cette application-là, ils ont accès à tous les utilisateurs qui vont utiliser cette application-là. Donc un peu les consommateurs de cette compagnie. D'accord? I'm gonna launch an app. I'm going to let mine... Time we finally... Alors, une dernière vidéo. I'm going to let my employees work from anywhere. Whoa. He's letting his employees work from anywhere. That way they can be more productive. Now we can act more productively. And work from everywhere. Even home. Your opportunities don't have to be theirs. Cisco Security. Alors voilà ce que je voulais partager avec vous aujourd'hui. Merci beaucoup. Donc ça c'est un peu ce que je voulais partager avec vous aujourd'hui sur la cybercriminalité. Donc Calvin. Merci Babacar, merci infiniment. Vous faites une très bonne présentation. Nous avons des questions qui ont été recensées sur Internet et je vais dire sur le chat là et je vais te les envoyer les unes après les autres en commençant par la toute première question venant de Hicham Zili qui demande c'est quoi exactement la signature d'un worm ou bien virus? C'est quoi la signature? Quand on appelle les signatures, c'est quoi la signature d'un worm ou d'un virus? Alors la signature ça peut être ça peut être un hash, donc on prend le fichier, on calcule, donc on transforme le fichier en une signature, en une succession de bits, de 1 et de 0. D'accord? Et aujourd'hui, dès qu'on a cette signature-là, donc cette séquence de 1 et de 0, donc dès qu'on l'a, on reconnaît que c'est le même fichier qui a été détecté. Et donc on arrête parce que c'est le fichier. Parce qu'en fait, que ce soit les fichiers, etc., c'est tous une succession de 1 et de 0. Donc c'est comme ça que en général les antivirus et pas mal d'outils de sécurité qui sont basés sur la signature, donc ils font les comparaisons des fichiers. Donc c'est un peu la signature. Après, il y a d'autres signatures donc qui sont plus basées sur tout ce qui est comportemental. Ça c'est, j'ai pas la signature du fichier en tant que tel, mais un fichier qui se comporte, donc qui va commencer à utiliser la souris, à utiliser le clavier, à utiliser le réseau, alors que c'est un fichier par exemple PDF, ça commence à être suspect. Donc Dridex par exemple, qui est un malware, donc la plupart du temps, il était injecté au niveau du fichier de Microsoft Office, Excel ou Word, etc. Donc ils injectent le code à l'intérieur. Et imaginez-vous qu'un fichier Excel, tout seul, sans qu'on clique sur un lien du fichier Excel, commence à faire une requête pour pouvoir envoyer des données vers Internet. Donc une requête de tout ce qui est input-output réseau. Donc ça commence à être suspicieux. Donc ça, c'est une signature comportementale. Donc voilà un peu comment... Donc il y a des gens qui sont spécialisés dans ça. Donc c'est eux qui regardent comment se comportent un peu les malwares en général. Et basé sur ça, donc il y a des algorithmes qui sont édités, et c'est propre à chaque éditeur, des algorithmes qui sont écrits pour pouvoir détecter ces malwares-là. Pas seulement basés sur une signature, mais basés sur d'autres facteurs. Merci Babacar, merci pour cette clarification. Alors j'ai une seconde question qui vient de M. Moat. Alors, est-ce que les antivirus avec les licences gratuites ou les licences craquées peuvent être fiables? Alors c'est une bonne question, très très bonne question. On peut en avoir fiable, mais sachez que tout ce qui est gratuit,
tout ce qui est gratuit, donc il faut pas ce qu'il faut se méfier de tout ce qui est gratuit, mais il faut faire gaffe bien sûr à tout ce qui est gratuit parce qu'on dit en général que rien n'est gratuit. Donc il y a une base de données en général où on va vous demander de vous inscrire, etc. Donc ils vont toujours récupérer des informations sur vous. Donc quand vous utilisez ces outils-là, donc vous êtes dépendant un peu. Mais après il y a des open source, donc qui sont des choses qui ont été développées open source, donc qui sont disponibles à tout le monde, que vous pouvez prendre, customiser. Donc ça c'est un peu plus fiable. C'est beaucoup plus fiable même d'ailleurs que les outils qui appartiennent à des entreprises qui sont des outils gratuits. Donc notamment Cisco a racheté SourceFire, donc il y a peut-être des gens qui connaissent Snort. Donc Snort appartient à Cisco et c'est totalement open source. Donc vous prenez, vous customisez à votre guise et donc vous pouvez utiliser. Mais bien sûr que quand on vous dit c'est gratuit, venez prendre, il faut faire gaffe à ces outils-là. Mais cependant, tout ce qui est open source, c'est beaucoup plus sécurisé. Vous avez Linux qui est open source, qui marche très très bien, etc. Merci pour merci pour Karim. Merci pour cette clarification. On a une autre question venant de Fatima Zahra. Quels sont les meilleurs outils qui permettent de détecter les attaques? Qui permettent de détecter les attaques. En général, donc il y a pour la partie réseau, il y a tout ce qui est IPS, IDS, donc ça permet un peu de détecter parce qu'ils ne se limitent pas au niveau 3 et 4, donc ils vont aller dans le contenu du paquet, ils vont regarder les paquets qui sont mal formés, ils vont réassembler les paquets, donc pour pouvoir être sûr qu'ils ont le trafic total, donc pour pouvoir comparer. Donc les IPS, IDS pour la partie réseau, donc tout ce qui est partie email, il y a des outils donc qui sont focalisés email, donc pour pouvoir regarder le contenu des emails. La partie web, il y a des outils qui sont orientés aussi partie sécurité web. Et il y a aussi il y a beaucoup d'outils qui sont basés sur leur comportement, comme ce que je disais tout à l'heure. Donc qui vont utiliser NetFlow, donc ils vont utiliser tous les réseaux comme une sonde et ils vont récupérer tous ces logs et ils vont faire des analyses. Donc basés sur des algorithmes. Donc ils vont permettre de détecter le comportement. D'accord. Déjà nous sommes à 5 minutes au-dessus du temps initial. Je vais juste prendre une dernière question. Oui. Oui, une toute dernière question là avant qu'on arrête. Alors, comme on a plus de personnes qui se connectent pour les achats en ligne, il y a des personnes qui se disent comment pouvons-nous se protéger des attaques ou bien des achats en ligne? Comment se protéger lorsqu'on effectue des achats en ligne? Je crois que c'est ça que la question voulait dire. Une question de Gérard, désolé. Si tu peux répondre. Merci. Pardon, tu peux reprendre la question s'il te plaît? Comment pouvons-nous se protéger lorsqu'on effectue des achats en ligne? Alors, c'est une question extrêmement d'actualité. D'abord, tout le monde connaît le petit cadenas au niveau d'Internet Explorer, en tout cas au niveau de votre navigateur. Il faut déjà regarder que le cadenas est fermé. Donc ça prouve l'utilisation d'un protocole sécurisé. Donc qui est un protocole qui va identifier le serveur que vous connectez pour vous dire que oui, c'est le bon serveur. Grâce à sa clé publique, bien sûr, parce qu'il va vous envoyer des informations encryptées et vous utilisez sa clé publique pour les décrypter. D'accord? Si vous le décryptez, ça veut dire que c'est lui qui a encrypté parce que c'est le seul à avoir la clé privée. Peut-être vous connaissez très bien ça. Mais en tout cas, ça vous permet d'authentifier. Après, ça vous permet aussi de savoir que durant le transit de vos informations bancaires, les données sont encryptées. Et donc là, donc vous êtes presque sûr que durant le transit, il n'y a personne qui s'est mis au milieu de la transaction pour pouvoir arrêter la transaction et regarder les contenus du paquet et prendre vos informations. Après, maintenant, se pose la question de comment les données bancaires sont stockées chez celui qui effectue les transactions bancaires. Donc ça, c'est un paramètre qu'on ne maîtrise pas énormément. Donc il faut savoir qu'il y a des best practices donc, qui sont effectuées par certains et pas effectuées par d'autres. Donc là, il faut être beaucoup plus regardant sur avec qui on va utiliser sa carte. Bon, moi je l'utilise, j'essaie d'utiliser le moins possible, mais il y a des sites, on fait confiance aveuglément, on ferme les yeux, mais au moins, donc ça c'est un premier pas vers la sécurité quand vous regardez que votre transaction est sécurisée via des protocoles de sécurisation comme SSL, donc qui est attaché à HTTPS. Merci beaucoup, Babacar. Je crois que c'est la dernière question que nous avons prise ici. Il y a plusieurs autres questions qui viennent, on le sait déjà, mais
on pourrait trouver d'autres occasions pour adresser plus de questions. Et je pense que la meilleure occasion pour nos étudiants serait de se connecter à notre cours de cybersécurité. Comme on l'a dit en introduction, vous devez donc vous inscrire dans ce cours de cybersécurité qui est un cours disponible dans la plateforme NetAcad et qui vous donneront plus d'informations sur ces concepts de la cybersécurité. Donc, le cours est disponible, vous pouvez vous inscrire dès à présent et compléter le pre-course solide. Nous avons aussi des questions sur la disponibilité des enregistrements de ce webinaire et les diapos qui ont été présentés. Je vous rassure que vous devez compléter le survey, le sondage qui vient juste après la session. Dans la fermeture de cette session, vous aurez un sondage qui vous sera envoyé. Vous devez donc compléter ce survey et je pense que vous allez recevoir les informations portant sur ce webinaire, les enregistrements, la présentation et surtout le certificat de participation signé. Babacar, nous te remercions vivement. Je remercie aussi tous les participants qui étaient nombreux aujourd'hui pour la séance, qui viennent généralement de nos académies au Moyen-Orient, en Afrique subsaharienne. Et vraiment, je vous dis merci d'avoir participé à cette séance. Nous allons annoncer d'autres webinaires à l'avenir sur des thèmes aussi intéressants que ceux-ci. Merci Babacar pour ton temps et merci à toute l'équipe pour cette participation massive. Merci et à plus tard. Bye bye. Merci beaucoup à tout le monde. Bonne journée. Au revoir. Merci.